Bonjour à tous. Je suis désolé, je suis un peu en train de crever, mais ça va le faire. Merci, merci d'être venu pour cette conférence, dernière conférence de la journée, d'avoir tenu jusqu'ici, qui s'intitule Racine carrée, beat shifting et paracétamol, un titre un petit peu sorti de mon chapeau. Conférence dans laquelle nous allons parler de Quake, mais pas de celui aux olives, c'est bien de Quake 3. Nous allons parler de racine carrée, de vectorisation, de logarithme de base 2, de ce bon vieux Isaac Newton, et un petit peu de magie noire. Mais avant que je vous parle de tout ça, nous allons devoir revenir un petit peu en arrière, et c'est pourquoi je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Notre histoire commence à Shreveport, en Louisiane, dans les années 80, dans une société qui s'appelle Softdisk Internet Services, cette société qui édite en fait des disques mag. Qu'est-ce qu'un disque mag? Eh bien, c'est une ancienne, une relique du passé dont le but était de proposer l'actualité de l'IT, non pas sous forme d'un magazine physique, mais sous la forme d'une disquette que vous mettiez dans votre PC. Vous recevez ça par la poste et puis vous avez des news, des petits jeux, des petits machins. Cette société, en 89, elle recrute un certain John Romero. Pourquoi faire? Eh bien, pour étayer ces disques mag de petits jeux qui prennent de plus en plus d'essor pour faire vendre simplement ces disques mag. John Romero, qui est développeur de jeux sur Apple II à l'époque, qui est connu notamment pour Pyramids of Egypt et Dangerous Dave. Donc ce gars-là, il bosse, et il fait son trou, à tel point qu'il arrive un moment où il peut carrément décider d'éditer au sein de sa société de Discmag son propre Discmag, donc de Gamer's Edge, qui en fait contient que des jeux, parce que lui il dit en fait, hop, les nouveaux, on s'en fout, ça part en jeu. Et donc pour étoffer son équipe, il recrute un certain John Carmack, qui sort derrière les fagots, à l'époque, il était tout jeune, pour l'aider à étoffer le catalogue. Ensemble, ils créent tout un tas de jeux pour ces Discmag. Et dans les fin des années 80, début 90, Romero il voit l'essor d'Internet et il se dit les Discmag, c'est bientôt finito en fait, parce qu'on va se faire bouffer par Internet. Donc il faut commencer à réfléchir à l'avenir. Donc il commence déjà à réfléchir à une porte de sortie. Lui continue à faire des jeux, mais le Discmag, il sent que c'est un peu bouché quoi, dans l'idée. Il faut savoir qu'à l'époque, que ce soit sur Macintosh ou IBM PC, a priori les ordinateurs personnels que les gens avaient le plus chez eux, c'était pas tout à fait adapté pour jouer. En fait, c'était même plutôt nul. À titre d'exemple, ici, je peux vous montrer un petit passage de Dangerous Dave, le jeu dont je parlais tout à l'heure. Là, vous voyez que c'est quand même pas, voilà, c'est pas fameux. Et à titre d'exemple, à droite, là, vous avez Super Mario Bros, donc qui est sorti 3 ans plus tôt sur NES et qui est infiniment plus fluide. Alors évidemment, pas sur ce projecteur, mais je vous assure que sur mon écran, c'est très fluide. Donc Carmack, qui est un gros nerd, il se dit, moi, je ne suis pas là pour me laisser vaincre par les limitations physiques de la machine. Il développe donc une petite technique qui s'appelle l'Adaptive Tile Refresh. Bon, on va pas trop en parler, mais pour les besoins de leur jeu, j'ai pris un screenshot du site de Fabien Sanglard, qui est une mine d'or d'informations concernant les jeux de cette époque. Et donc en gros, c'est une technique qui permet de ne réafficher que les sprites qui ont changé, etc., ce qui permet d'avoir quand même une fluidité bien plus grande que précédemment. Et il crée un espèce de fork de Super Mario Bros 3 in copyright infringement, parce qu'il utilise tous les sprites de Mario et il rajoute juste le petit perso de son pote Romero. Et il lui laisse en fait la disquette sur son bureau. Le lendemain matin, il dit vas-y, avec écrit un petit post-it avec écrit joue-moi. Et donc Romero, il lance ça sur son PC et il est choqué en fait. Et il se dit mais c'est ce mec en fait, c'est ce gars-là qui va nous faire sortir de Softdisk, et c'est grâce à cette technologie qu'on va tirer notre épingle du jeu finalement. Il monte une petite équipe qui s'appelle Ideas from the Deep, donc il y a une espèce de sous-équipe au sein de cette société dans laquelle vous retrouvez ce qui marche mon truc là. Oui. Carmack, Romero et tout un tas de joyeux lurons, n'est-ce pas? Donc cette team, ils refont un proto entier de Super Smash Bros 3, n'importe quoi, Super Mario Bros 3 sur PC.
Et ils envoient le prototype à Nintendo en mode petit partenariat ou quoi, la team, est-ce que ça peut le faire? Dans un premier temps, Nintendo, il les laisse en vue, comme ça. Et dans un second temps, il leur envoie les avocats. Bah, ça, c'est Nintendo, hein. Donc en fait, ils se disent, OK, c'est pas grave. Nous, on va réutiliser notre technique, enfin notre technologie, on va créer notre propre jeu. Donc ils sortent Commander Keen. Il va y en avoir 3 en tout. C'est un espèce de petit run and gun avec un peu de plateforme, etc. Donc ça a pas mal de succès, ils font un peu de sous. Et grâce à ça, à la fin de leur contrat avec Softdisk, ils quittent la société, ils montent leur propre boîte qui s'appelle id Software. En 91. Peut-être que vous la connaissez. Ça, peut-être que vous connaissez aussi. C'est l'écran de veille de Windows 95. Évoque en fait les jeux de l'époque, donc peut-être vous avez déjà joué à Overtank 3D ou Catacomb 3D, qui seraient en fait sur le papier les premiers FPS first person shooter de l'histoire en fait finalement. Wolfenstein 3D en 92, l'immense Doom en 93, dont nous parlait Yacine ce matin, qui a été porté sur tout n'importe quoi. Doom 2 en 94, et là, la team d'id Software se dit OK, déjà on est en train de détruire toute la concurrence en 2D, parce que bon, Doom c'est pas vraiment de la 3D. Il est temps de passer à l'étape supérieure et de s'attaquer à de la vraie 3D. Donc ils commencent le développement de leur premier vrai jeu 3D. Il faut savoir que Carmack, c'est quelqu'un c'est le technico-technique de la boîte. Il est très très orienté technologie, optimisation. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit très très opti. C'est l'expérience utilisateur qui prime en Rio. Il faut que ce soit beau, que ce soit les effets de lumière, la physique, etc. Tandis que Romero, lui, il est plus en mode un peu c'est un peu le rocker du truc. Il est en mode, moi, je veux que ce soit un peu cool, je veux qu'il y ait des effets un peu marrants, je veux qu'il y ait une histoire machin, je veux qu'il y ait des épées, nanana. Donc, ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. D'autant que Romero, il passe un peu son temps à jouer à Doom en fait au bureau. Donc, ça pose un peu problème. Et ils accouchent dans la douleur de Quake en 96. Donc là, c'est une claque monumentale, ça met tout le monde d'accord, notamment grâce à son moteur de lumière qui est super efficace. Qui avait une espèce de campagne de pub un peu chelou, mais j'ai trouvé ça, je vous l'ai mis. Et donc, à la suite de la release de Quake, Romero, il se fait un peu pousser dehors. Bon, il quitte la boîte, mais voilà. Et il monte sa propre boîte, qui s'appelle Iron Storm. Il a créé un jeu qui s'appelle Dekatana, mais c'est un gigaflop, donc on va pas en parler. Donc, en 97, pardon, sort Quake 2, et en 99, Quake 3 Arena. Le sujet de ce talk, qui est sorti en 99. Moi, j'avais 8 ans, moi, je jouais à la Mega Drive, je savais même pas que ça existait, mais j'y ai joué plus tard au collège. Des très bons souvenirs. Et donc, oui, ça c'était la petite anecdote. C'est vraiment le jeu de LAN, le jeu de LAN par excellence. Donc Quake 3, il a été développé avec l'ID Tech 3, donc il est la troisième mouture du moteur maison de id Software, avec lequel ont été notamment développés 007 Espion pris pour cible, Medal of Honor, le premier, Jedi Outcast et le premier Call of Duty. Alors ça c'est pour vous. Donc à la QuakeCon 2005, donc les types ont carrément leur conférence maintenant, Carmack, dans la foulée d'avoir annoncé Quake 4, il annonce également que le code source de l'ID Tech 3 et donc de Quake 3 sont maintenant libres sous licence GPL. À l'époque c'était sur FTP, mais maintenant on peut le retrouver sur GitHub. Donc, ça c'est un screenshot que j'ai pris de GitHub. Et c'est dans ce code source que, là, ce morceau de code dont je vais vous parler. 15 ans plus tard, comme à mon habitude, vers 2h, 2h30 du matin, je glande sur Internet et je regarde YouTube. Donc j'apprends comment faire un bon poulet tikka masala auprès du chef Michel, tourne et retourne. J'explore le Mew Glitch sur Game Boy Pocket de l'époque. Je regarde comment faire des jeux, je n'en fais jamais. Et je regarde des vidéos de chats qui font « oh, oh ». Bon, j'ai pas de son, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc là, c'est bon, voilà, classique mardi soir, et je tombe sur une recommandation YouTube, pardon. Je tombe sur une vidéo qui s'appelle The Fast Inverse Square Root, a Quake 3 Algorithm. Donc je me dis, bon, il est 2h45, et je clique, quoi, finalement. Donc ça parle de la façon dont on éclaire les polygones dans Quake 3. Ça dure 20 minutes, et au bout de 20 minutes, mon cerveau, c'est juste un trou noir, en fait. Donc je vais me coucher, et j'ai un peu une sensation frustrante où je me dis, j'ai l'impression d'avoir compris, mais j'ai pas compris. Et donc en arrivant éclaté le lendemain au travail, je constate qu'il existe une page Wikipédia
sur cet algorithme que je m'empresse de consulter. Et en faisant des recherches, eh bien, là, je me dis que ça pourrait être le sujet d'une conférence finalement. Et une conférence Big Bang. Donc, encore une fois, merci d'être venu. Donc pour savoir comment c'est quoi cette histoire, il faut d'abord comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un moteur de jeu vidéo. Dans un jeu, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes responsable de simuler en fait tout. Donc vous simulez un monde, vous simulez la physique et vous simulez notamment la lumière. Ça vient également du site de Fabien Sanglard. Dans Quake 3, il y a plusieurs façons de simuler la lumière. Une des façons pour générer la lumière qui est dite statique, donc celle qui est tout le temps présente, notamment les ombres au pied des pilars, etc. C'est fait avec ce qu'on appelle des light maps, donc c'est un système de calque qui vous permet en fait de placer des ombres. Donc là, vous les voyez vite fait. On le voit mon truc ou pas? Hop, 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 je suis en train de faire n'importe quoi. Bon bref, c'était une mauvaise idée. Et donc ça, c'est la façon dont vous simulez la lumière statique. Concernant la lumière dynamique, c'est-à-dire tout le reste, donc les upgrades, les armes, les modèles des personnages, etc., vous avez besoin de les calculer en temps réel. Donc ici, vous avez un cube. Enfin, en fait, on dirait un carré, mais c'est un cube. Dans un jeu, vous avez une lumière ambiante qui vous permet d'éclairer votre scène. Et vous avez des lumières directrices qui vous permettent de finalement adapter la luminosité des surfaces en fonction des vecteurs qu'ont votre lumière. Donc, les objets, ils sont découpés en polygones. Bon, en vrai, c'est des triangles. Bon, là, c'est des carrés, mais on s'en fout. Et pour ce faire, vous avez deux étapes. Vous avez une étape de calcul d'un vecteur normal à votre plan et de la normalisation de ce vecteur. Ce sont deux choses différentes. Donc, il va y avoir un tout petit peu de maths, mais ne vous en faites pas. Donc, un vecteur normal a un plan. Vecteur non nul de l'espace est normal à un plan P s'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de P. Donc ça, c'est tout le monde sait faire le machin avec les doigts là. Donc si mon majeur et mon index, c'est les vecteurs non collinaires, et ben mon pouce, c'est le vecteur normal au plan. Je ne vous fais pas le schéma. Enfin, si je vous le fais en fait, parce que je l'ai automatisé. Pop, pop, pop. Et donc là, votre vecteur, c'est la flèche violette qui est normale au plan. Et la deuxième étape, c'est la normalisation de ce vecteur, qui permet de différencier la direction que prend votre vecteur de sa longueur finalement. Donc un petit exemple avec ce superbe jeu de ma conception Car Game JS 3000, dans lequel vous avez une superbe voiture de course qui peut aller dans 8 directions et qui a une vitesse maximale de 200 pixels par seconde par vecteur. Donc en fait, ce jeu incroyable, vous pouvez aller à gauche, à droite, en haut, en bas, mais vous pouvez également aller en diagonale. Cependant, lorsque vous allez en diagonale, eh bien, vous allez 2 fois plus vite, ce qui est complètement nul. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, le code est pourri en fait finalement, puisque je capture mon vecteur direction avec mes touches de clavier. Du coup, je calcule ma vitesse en multipliant cette direction par ma vitesse max, et je me retrouve avec une vitesse max de 400, ce qui n'est pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On normalise le vecteur. Donc je fais la même chose, capture, et grâce à ma superbe méthode normalize, eh bien, je me retrouve avec une vitesse max. Bon, 284 parce qu'on est en pixels, donc il y a plus de pixels pour aller en diagonale que pour aller juste en haut ou en bas, mais vous avez compris. Donc la normalisation, qu'est-ce que c'est? Donc ça rapporte la longueur du vecteur sur 1. Comment ça marche? Vous prenez le vecteur, vous calculez sa longueur, et vous divisez chaque composante, en l'occurrence x, y, par la longueur du vecteur. Du coup, votre vecteur est la longueur de 1. Donc en 2D, ça fait comme ça. Là, vous avez votre vecteur, vous avez vos composantes x, y, et ça, normalement, ça vous rappelle quelque chose. C'est Pythagore, tout à fait. Donc v carré égale x carré plus x carré, ou v égale à racine carrée des deux composantes. Sauf que nous, on est dans un jeu en 3D. Alors, dans un jeu en 3D, admettons que vous... Donc là, c'est à l'image de mon petit jeu de voiture. Si vous avez un vecteur qui est normalisé, de cet AKB, n'est-ce pas? Je ne sais pas ma tablette graphique. Si vous avez un angle, enfin vous avez une lumière qui arrive avec un angle comme ça, votre vecteur est normalisé, et ben tout se passe bien, et ben vous êtes très content. Cependant, si vous avez un vecteur qui n'est pas normalisé, donc vous êtes complètement dépendant de sa longueur, donc il pourrait être négatif, mais on va faire juste un grand vecteur, eh bien probablement que votre lumière ne va pas faire n'importe quoi, et c'est pas du tout appréciable. Donc en 3D, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, vous rajoutez juste une composante qui est de votre profondeur, Z. Eh bien, en fait, ça se passe de la même manière. Et donc, vous avez la valeur de votre vecteur qui est en fait la racine carrée des 3 composantes. Ça, c'est merci Pythagore. Ce qu'on cherche à faire, c'est soit V, notre vecteur de longueur M,
Normaliser V, c'est trouver les composantes xn, yn, zn du vecteur vn, longueur 1. OK. Donc vous faites 3 fois cette opération-là. Donc en fait, vous avez l'opération 1 sur racine carrée quelque chose, qui est 3 fois. Donc ce truc-là, vous l'avez 3 fois par vecteur, 60 fois par seconde. Et ça, c'est catastrophique. Parce qu'en fait, votre PC, il n'aime pas ça. Les floating point division, et donc les divisions de flottants et les divisions d'entiers, ça vous coûte très cher en CPU, et votre CPU n'est pas content. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'ici, nous avons la place pour l'optimisation. Et donc j'en viens à cette fonction, cette fameuse fonction dont on est censé parler depuis le début, qui est donc 1 sur racine carrée de x. Vous ou moi, dans un monde où vous auriez besoin de faire ça, probablement qu'en C, vous feriez de la sorte, mais vous ne réécririez pas SQRT, parce que c'est chiant. Donc vous importeriez éventuellement une petite lib, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas ce qu'ont fait l'équipe de Quake 3. L'équipe de Quake 3, ils ont fait ça. Alors moi, je n'ai pas rajouté les commentaires. Donc on sent la détresse un peu là des personnes, probablement du relecteur. On ne va pas la laisser trop longtemps, parce que plus on la regarde, et plus on remet en question finalement son existence finalement. Donc on va y revenir. Donc c'est un peu n'importe quoi. Donc qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est la QRSQRT, ou la Quake Reverse Square Root, the Fast Inverse Square Root Algorithm, le sujet de cette fameuse vidéo. Donc je ne vais pas vous lancer tout nu sur l'exploration de cette fonction, c'est pourquoi, à l'image de Link qui reçoit l'épée pour partir à l'aventure, nous allons partir avec un petit sac. Et nous allons mettre dans ce petit sac les objets finalement qui nous permettront d'arriver de mener à bien notre quête. Un de ces objets, la représentation binaire des nombres flottants. Donc là, si on reprend la fonction, on ne se fait pas trop mal au crâne pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Ça déclare des variables. Donc on a un comment dire, un paramètre, c'est un flottant, nanana, donc c'est celui-là dont on veut 1 sur racine carrée de number. On a i, un long sur 32 bits. On a x de y, bon, pour x2, je ne sais pas trop, mais donc c'est des flottants sur 32 bits aussi. Et on a 3 halves, donc c'est une constante pour 1,5. Bon, admettons. C'est mal écrit, mais c'est pas grave. Pour représenter un long sur 32 bits, vous avez vos 32 bits, et puis bah, ensuite c'est 1, 2, 3, 4, bon, ça vous connaissez. Jusqu'à 2 milliards et des bananes, et vous avez votre dernier bit, qui est votre bit de signe. Donc ça, c'est très bien. Par contre, pour représenter les floats, on a toujours nos 32 bits, mais comment on fait? Est-ce que quelqu'un a une idée? Et ceux qui savent vraiment, ne dites pas, s'il vous plaît. On serait tenté de peut-être mettre un point au milieu. Je sais pas, il y a un point entre les deux, on met un point au milieu. Donc ça, c'est pas mal en vrai, parce que du coup, j'ai ma partie entière à gauche, donc 1, 2, 3, nanana, nanana, et j'ai ma partie décimale à droite, donc des demi, des quarts, des huitièmes, des 16e, etc. Cependant, eh bien, c'est catastrophique, puisque ce faisant, nous avons décimé, n'est-ce pas, la portée de notre nombre. Donc on était sur du 2 milliards et quelques, et là, on est à peine sur 66 000, donc c'est catastrophique. Alors, comment on peut faire? On double la taille de notre float, du coup on passe d'un float 32 à un float 64. En fait c'est bien, ça existe déjà, ça s'appelle un double. Et donc si vous doublez la précision d'un machin qui est pourri, vous aurez un truc qui est un peu moins pourri, mais ça reste pourri. Donc on crée un float 128, ça commence à faire un peu beaucoup là, non? Sachant que pour stocker 4,5, c'est pas très opti cette histoire. Heureusement, il y a Findus, non? La norme IEEE 754. Magnifique norme de l'Institute of Electronics and Electrical Engineer, donc qui est un institut qui est en charge de définir des normes dans le monde de l'IT, n'est-ce pas? Qui a développé cette norme 754, donc qui concerne l'arithmétique de nombres flottants, qui est fondée sur deux notions. La notation scientifique, ça galère, et le système binaire. Bon, petit rappel sur la notation scientifique des nombres en base 10. Vous avez une partie décimale qui est comprise entre 1 et 10 non inclus, et une puissance de 10. Ok, jusque-là, tranquille. Moi, je ne vous apprends rien, mais en binaire, on passe d'une colonne à une autre, on multiplie en divisant par une puissance de 2, donc 170, ça s'écrit comme ça. Ok. Du coup, application de notre notation scientifique, en base 2, eh bien, 3 que vous écrivez à 1, enfin 11 quoi,
vous l'écririez comme ça en notation scientifique. De même, un nombre qui est inférieur à 1, vous l'écrirez de la sorte. Donc un nombre décimal n tel que n compris entre 1 et 2 non inclus, et une puissance entière de 2. On dit float parce que la virgule flotte en fonction de l'exposant. Vous avez votre virgule qui fait des trucs, quoi. Voilà. Bon, ça c'est pour vous. Donc un float selon cette norme, qu'est-ce que c'est? Eh bien on a toujours nos 32 bits, bien sûr. On a toujours notre sign bit. Nous, bon, on verra après. On a un exposant qui est sur 8 bits, et le reste, donc la mantis, le rabio, qui est sur les 23 bits qui restent. Donc notre sign bit, nous en l'occurrence, on ne va pas parler de nombres négatifs, parce que si vous commencez à chercher 1 sur racine carrée de trucs négatifs, c'est qu'il s'est passé des trucs pas normaux juste avant. Donc ce sera toujours 0. Vous avez votre exposant qui est sur 8 bits, donc c'est 2 puissance l'exposant, n'est-ce pas? Donc 1, 2, 3, 4. Sauf qu'en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça, parce que sinon, vous ne pouvez pas avoir de nombres négatifs. Donc vous ne pouvez pas avoir d'exposant négatif, donc ça, c'est quand même pas ouf. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont introduit un biais de 127, ce qui fait que vous commencez à moins 127. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas 2 puissance 4, j'ai 2 puissance 4 moins 127. Donc en fait, si vous voulez vraiment 2 puissance 4, il faut rajouter 131 moins. En l'occurrence, 131 moins 127, ça fait 2 puissance 4. Donc c'est OK. Et ensuite, vous avez votre mantis, donc votre reste, qui est sur un nombre sur 23 bits, donc 2 puissance 23 moins 1. Sauf que vous voulez un nombre entre 1 et 2 non inclus. Donc vous divisez par 2 puissance 23. Donc là, vous avez un nombre entre 0 et 1. Et on rajoute 1, quoi. Et du coup, c'est cool. On est toujours entre 1 et 2 non inclus. Sauf que c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, en base 2, la notation scientifique de base 2, votre premier chiffre, c'est toujours 1. Parce que ça peut pas être 0 et que vous avez que 1 et 0. Donc en fait, si vous voulez économiser un bit, et vous avez qu'à dire que en fait, il y a toujours 1, il est implicite, on le rajoute tout le temps, et comme ça, on a toujours nos 23 bits pour travailler, et on est très content. Donc, la norme, elle s'exprime de cette façon. Donc en l'occurrence, nous, ce sera plutôt du positif. De 1 plus votre mantis divisé par 2 puissance 23 fois votre exposant. Et là, vous êtes très content. Donc ça, c'est votre cas nominal. Évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc la norme, elle comprend notamment le double zéro, l'infini, les nombres très petits, les nombres normalisés, etc. Bon, c'est pareil, 1 sur racine carrée de l'infini, c'est pas ouf. Donc, hop, on dit qu'on s'en fout. Nous, on est dans un cas d'un jeu vidéo, donc tout va bien. Donc dans notre cas, y, ça vaut ceci, admettons. Et la représentation binaire de mon float, c'est sa mantis plus son exposant shifté de 23. OK? C'est ce qu'on a dit. Hein. L'exposant, il est à gauche, et la mantis, à droite. Et donc ça dans le sac à dos. Le deuxième item concerne les logarithmes de base 2. Je n'ai pas un background de maths pour un sou. Peut-être que vous non plus. Ne vous inquiétez pas, ça va être assez simple. Donc là, j'ai mon expression. Je me dis, OK, j'ai un exposant, j'ai 2 puissance E, c'est chiant. J'aimerais bien le virer. Donc j'utilise log. Donc selon la loi des logarithmes, log de y, c'est égal à log de ça. Puis c'est surtout égal à log de ça. Et c'est égal à ça. Donc là, je suis très content. J'ai viré mon exposant. J'ai sorti. Cependant, vous allez me dire, c'est bien, en fait, tu as viré ton exposant, mais là, on se retrouve avec un log, en fait. Donc c'est pourri. Eh bien, pas tant que ça. Puisque, alors moi, je ne savais pas, mais l'équipe de Quake 3 avait une technique pour se séparer de ce log. Et vous allez voir sur ce petit schéma. Donc si vous avez f de x égale x en bleu, et f de x égale log de 1 plus x en vert. Et il ne vous aura pas manqué que les deux sont relativement proches finalement. Ils sont même parfaitement égaux à 0. Et il y a un peu de jeu au milieu. Donc si on introduit un facteur de correction qu'on appellerait au hasard mu, qui a cette valeur pseudo-arbitraire, on réduit l'écart et en fait on peut quasiment dire que log de 1 plus x, c'est égal à x, quand c'est compris entre 0 et 1. Et nous c'est toujours le cas, puisque on est dans un cas où m sur 2 puissance 23, ça vaut toujours entre 0 et 1. Donc on est très content, on remplace. Donc ta. Et donc là, on retrouve un truc. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un? C'est ce qu'on a mis dans notre sac. C'est la représentation binaire de notre float. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire que dans log de y, on a la représentation binaire de y. Et ça nous régale. Parce que, donc ce que je viens de dire, log de y, ça vaut à peu près ça, sa propre représentation binaire.
Donc elle est shiftée de 1 sur 2 puissance 3 et nanana. Mais ça, c'est super intéressant. Et ça, c'est une bonne surprise, assurément. Donc ça, c'est pareil, ça va dans le sac. Donc là, probablement qu'à ce stade de la conf, vous êtes peut-être en démarrage de sudation, mais ne vous inquiétez pas, tout sera révélé à la fin. Il y a un dernier truc important à savoir, moi je ne savais pas, enfin ça je savais quand même, mais je suis conscient de mes propres limites, mais y puissance 1,5, c'est racine carrée de y, et y puissance moins 1,5, c'est 1 sur racine carrée de y, ce qu'on cherche en fait. Donc, quelque chose nous dit que si on arrive à isoler cet exposant et à le manipuler, eh bien, probablement qu'on pourrait avoir la solution qu'on cherche. Et donc ça, c'est intéressant, on le fout dans le sac. Tac. Et maintenant, eh bien, on peut en fait lire notre fonction. Donc la première étape, c'est de evil bit hack. Donc le commentaire evil floating point bit hacking, admettons. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il y a des étoiles, il y a des esperluettes, il y a des machins. Moi, je suis perdu, je fais du JavaScript, laissez-moi tranquille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc un peu plus tranquillou. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un... Absolument. Donc, la valeur de la variable y, donc du float y, elle est castée en tant que longue dans i. OK. Donc là, si on reprend la ligne de tout à l'heure, on va y aller de droite à gauche. Donc ici, ce n'est pas la valeur de y, c'est absolument, c'est un pointeur. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est un cast en tant qu'adresse d'un long, avec la petite étoile. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Des références. Donc on lit la valeur. Donc dans votre symbol, hop là, dans votre symbol table, vous ne pouvez pas changer le type de y, c'est pas le droit de faire ça, mais vous pouvez aller récupérer en fait les bits de ce truc-là. Donc en faisant ceci, ce que vous venez de faire, c'est que vous avez pris la représentation binaire de votre float et vous l'avez mis 1 à 1 dans un long. Alors la valeur là, 10.344, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'avoir conservé les bits qui sont ici dans votre long, éventuellement faire des opérations en bitwise, peut-être. Et là, c'est un peu comme si vous aviez pranksé finalement. C'est un peu comme si vous allez au Carrefour. Cette conf n'est pas sponsorisée par Carrefour. Vous avez un petit peu faim et vous voyez 10 cordons bleus 200 grammes gratuits pour 2,86 $. Vous vous dites, les cordons bleus, c'est très bien. Mais vous savez ce qui est mieux? Une PS5. Et donc vous prenez l'étiquette des cordons bleus, vous la mettez sur la PS5. De telle sorte que lorsque vous arrivez à la caisse, le monsieur vous dit, une PS5, c'est 2,86 $, s'il vous plaît. Eh bien, c'est un peu ce qui vient de se passer ici. Souvenez-vous, dans notre sac, nous avions mis que le logarithme d'un float est en quelque sorte sa propre représentation binaire. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Dans i, on vient en fait, on a mis la représentation binaire de notre float dans i, sous la forme d'un long. Donc en fait, dans i, on a à peu près log2 de y. Donc ça fait plaisir. On voit la ligne 10, eh bien, qu'on a une ligne qui est, qui ressemble beaucoup. Donc on se rend compte qu'on est en train d'inverser l'opération qu'on a fait à la ligne 8. Ça veut dire qu'entre les deux, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, c'est la deuxième étape de notre algorithme. La deuxième étape de notre algorithme, à noter what the fuck. Donc les types, ils déclarent quand même une constante pour 1,5 qu'ils appellent 3/2 au lieu de 3/2. Mais par contre, pour le nombre exa 5F3752DF, c'est la zone de confort, les constantes, ça sert à rien. Donc ça, on comprend rien, ok? Donc, on va prendre un truc qui ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Donc ça, c'est du... Absolument. Donc les propriétés du bit shifting, ça prend rien. Bitwise opération left, on double les entiers. À droite, on les divise par 2. Évidemment, si on a des nombres impairs, eh bien, on perd de l'information. Bref, souvenez-vous, on s'était dit tout à l'heure que ceci, cela. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que log2 de 1 sur racine carrée de y, c'est égal à log de y puissance moins demi, ok? Donc c'est égal à ça, donc c'est égal à ça. Sauf que, nous, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de dire que log2 de y, eh ben, c'est ce qu'on a mis dans i. Ça veut dire qu'on peut remplacer. Donc en fait, ça vaut à peu près à moins i sur 2. Sauf que i, c'est un long. Donc maintenant, on peut faire du bit shift. Donc là, on est très content. Cependant, ça ne nous explique pas ce truc-là.
Eh bien ça, alors évidemment, oui, c'est un magic number qui a la fâcheuse tendance à être magique, en l'occurrence un peu de magie noire. Comment a-t-il été trouvé? Eh bien, je vous propose deux approches, une approche à tâtons et une approche par les maths. Dans un premier temps, nous allons faire à tâtons, si vous voulez bien. Donc si on reprend notre cas de 16,5, donc 16 c'est 2 puissance 4, donc 1 sur racine carrée de 16,5, ça vaut à peu près 2 puissance moins 2. Okay, donc on cherche en fait à changer notre exposant, donc de 2 puissance 4, à le changer en 2 puissance moins 2. Donc bon, on a notre représentation binaire initiale qui est telle quelle, donc on n'oublie pas notre biais, donc 131 moins 127, donc ce que je disais tout à l'heure, ça fait 4. Et bah, si on bit shift à droite, bah, en fait ça fout la grouille, puisque ça omet complètement l'existence de notre biais, et donc on passe à moins 62, et c'est pas du tout moins 2, donc c'est catastrophique. Donc en fait, idéalement, il faudrait qu'on puisse isoler cet exposant, lui appliquer les opérations d'inversion et de division par 2, et de le remettre à sa place. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc en fait, notre plan, il est tel quel. Donc on prend notre nombre, donc là, sa représentation binaire en haut à droite. On le bit shift à droite de 23, donc on le remet tout à droite. Donc là, maintenant, c'est 131, c'est un chiffre normal. On retire le biais, donc on arrive bien à 4, donc c'était bien l'information qui était stockée dans notre exposant. On le divise par 2, on le multiplie par moins 1. Donc là, on a le bon truc qu'on cherchait, donc moins 2. On rajoute le biais, faut pas l'oublier celui-là. Et après, bim, on reshift à gauche, et là, on a bien 2 puissance moins 2 dans notre exposant. Donc là, on est très content. Donc on se retrouve avec ce truc. Mais là, ça va en fait, parce qu'il n'y a pas d'exposant, il n'y a pas de logarithme, il n'y a pas de machin bizarre. Et en refactorant un petit peu, on tombe sur ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un n moins i bit shifté de 1. Et là, il ne reste plus qu'à résoudre n. Donc tac, 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 tac. Ce grand nombre là, sa représentation en hexa, c'est ça. Et si vous êtes attentif, et ben c'est pas tout à fait le chiffre qu'on attendait. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas oublié un truc? C'était Mew, absolument. On a oublié Mew. En fait, c'est pas 127, c'est 126, nanana. Donc si on refait le calcul avec ça, tac, on trouve un chiffre qui y ressemble, et on retombe bien sur nos pas. Donc là, on est très content. Le speedrun par les maths, très vite fait. En gros, soit gamma, notre solution, donc log de gamma égale log de ceci, tac, 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 tac. Donc on remplace par la représentation des deux côtés, et on résout pour les bits de gamma. Bon. Bon, bah voilà, hop, allez, c'est bon. Et le pire, c'est que ça marche. Ah mais c'est bon, on n'a plus trop le temps en plus. Donc si je reprends mon float de 16,5, la représentation binaire est telle quelle. Je fais mon petit micmac pour récupérer les bits dans un long. Je bit shift de 1. Là, j'ai un peu foutu la grouille dans mon exposant, mais c'est pas grave. Je l'ai quand même divisé par 2 ce faisant. Je le soustrais à mon magic number. Hop, super. Bon, là, voilà, faut me croire. Hein. Et bien, avec la ligne 10, bah, je récupère les bits de ma solution et je les remets dans un float. Puis j'ai plus qu'à lire mon float derrière. Et c'est assez stylé, puisque en faisant ça, bon, on se retrouve avec 0,239. Et si je fais cette opération avec la lib SQRT, eh bien, je trouve 0,246, ce qui est plutôt proche. Donc en résumé, à la ligne 10, enfin la ligne, bon là ça a tout foutu en l'air, mais bref, je récupère les bits de ma solution et je récupère dans Y ma solution qui est un float. C'est pas tout à fait ma solution, c'est une approximation, on le voit. Donc c'est pour ça qu'il nous faut la troisième étape. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle une itération de Newton. Donc ce bon vieux Newton, qui selon un internaute invente la gravité, mais n'attire personne, parce qu'apparemment il n'arrivait pas à avoir de meuf, en fait, simplement. Qui est à l'origine de la méthode de Newton-Raphson, sortie en 89, publiée, enfin 1669, publiée en 1711, qui est une version simplifiée par Joseph Raphson, donc c'est pour ça qu'on parle de lui dans l'histoire. Donc Newton qui est à l'origine de travaux incroyables en physique, en maths, en optique, en planète, je ne sais plus ce que je veux dire, en alchimie, en chimie, en philosophie, en théologie, et Raphson qui est connu pour la technique de Newton-Raphson. Donc cette méthode, qu'est-ce que c'est?
C'est une méthode itérative de recherche de zéro d'une fonction, consiste à construire une suite de nombres réels par une méthode géométrique, à montrer que cette suite converge vers le zéro de la fonction. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? En fait, c'est juste que pour f de x, on cherche une racine, donc f de x égale 0. Donc là, vous vous dites, OK, qu'est-ce que c'est cette histoire? Eh bien, vous pouvez le voir sur ce schéma. Donc, on a une première estimation, donc x de 1. À cette estimation, on calcule la tangente à la courbe, grâce à laquelle on retrouve une nouvelle estimation, à laquelle on fait une nouvelle tangente, à laquelle on retrouve une nouvelle estimation, etc., jusqu'à approximer le plus possible f de x égale 0. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que j'ai été un peu vite, pardon. En fait, ici, vous avez f de x, donc votre première estimation x1 de la racine. La tangente, c'est la dérivée. Donc, qu'est-ce que vous avez? Pour chercher delta x, eh bien, vous avez en fait f de x sur sa dérivée. Donc là, voilà, hein, c'est trivial. Hein. Donc, hop, 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 hein, on ne va pas non plus épiloguer. Donc, ça, c'est la méthode de Newton-Raphson. Donc là, vous vous dites, depuis le début, on se fait chier avec du bit shifting, du IEEE 754, des logarithmes de base 2. Et là, il y a Newton qui arrive, et en fait, c'est pour nous mettre un German Suplex. Mais ne vous inquiétez pas, en fait, c'est assez simple. Si je vous fais un exemple avec racine carrée de x, combien ça fait racine carrée de 3? Moi, je ne sais pas, je suis un peu débile, je me dis, ça doit être 2. Donc ça, c'est ma première estimation. C'était mon x1 tout à l'heure. Donc je pose la méthode de Newton-Raphson. Donc là, c'est la fonction sur sa dérivée. La fonction de y carré moins x, ça donne 0, dans le cas où y égale 2. Je résous, j'arrive à 1,75. Je suis en mode, OK, très bien. J'ai une nouvelle estimation, donc x2. Je refais une itération. Donc là, je pose, sauf que je remplace mon 2, je le remplace par 1,75. Je trouve 1,7321. Et si je fais racine carrée de 3 à la calculatrice, et ben en fait, je trouve un truc qui est quand même vachement proche. Probablement que la calculatrice a utilisé plusieurs itérations de Newton-Raphson d'ailleurs pour calculer racine carrée de 3. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, nous, on a déjà une bonne approximation dans y de 1 sur racine carrée de y. Donc, si on applique la méthode pour 1 sur racine carrée de x, probablement qu'on arrivera à approximer un résultat plus précis. Donc, c'est ce qu'on fait. Et ça, peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Eh bien, en fait, c'est la dernière ligne de code de cet algo. Un algo qui calcule 1 divisé par racine carrée de quelque chose qui ne contient ni division ni racine carrée. Donc ça, c'est la première itération. Avant la première itération, on a 0,239. Après, on a 0,245. Et à la calculatrice, on a 0,246. Donc c'est quand même plutôt proche. À un millième, quoi. La deuxième itération, elle est commentée. This can be removed, évidemment. Personne ne le fait. Donc ici, vous avez en noir, avant l'itération de Newton. Bon, ça, on voit pas très bien, mais vu que j'ai pas Internet, ça va déconner. En vert, vous avez après l'itération de Newton. Et en rouge, que vous ne voyez pas du coup, eh bien, elle est exactement sous la courbe verte. Et c'est 1 sur racine carrée de y à la calculatrice. Donc on voit que c'est vraiment extrêmement similaire. Et ensuite, eh ben, on est très content et on a juste à retourner notre résultat. Donc là, on a bien 1 sur racine carrée de y et tout le monde est content. Pour conclure, donc on récapitule, on prend un float, on veut sa racine carrée inversée. On récupère les bits de ce float, on les met dans un long. Ensuite, on bit shift le long, ce faisant, on divise l'exposant par 2. On le soustrait au magic number parce ce faisant, on a foutu le bordel. On récupère les bits dans notre float et on a une approximation. Donc derrière, on fait une petite itération Newton et on a un truc qui est très très proche de la réalité finalement. À quel point c'est précis? On l'a vu tout à l'heure. Donc c'est de l'ordre de 0,2% au max. Donc c'est quand même assez précis. Je rappelle qu'en l'occurrence, c'est pour calculer des reflets ou des éclairements de surface dans un fast FPS comme Quake qui va très très vite. Et donc, c'est pas non plus critique si le truc il est imprécis à 0,2%. Et surtout, à quel point c'est rapide. En tout cas, à l'époque, c'était 3 à 4 fois plus rapide que 1 sur SQRT2X. Pourquoi je vous dis à l'époque? Parce que donc Quake, c'est sorti, j'ai dit quoi tout à l'heure, octobre 99. En février 99, vous avez le Pentium 3 qui est sorti, avec des instructions SSE1, notamment dans le silicium, l'opération 1 sur ASCII, donc c'est RSQRTSS,
qui permet de faire ce truc-là, mais du coup beaucoup plus rapidement, évidemment, vous n'alliez pas acheter un Pentium 3 pour jouer à Quake. Et c'est ça la beauté du truc, c'est que n'importe qui avec un PC qui tourne plus ou moins, il faisait tourner Quake. Donc même tous les jeux qui ont été créés avec la mouture ID Tech 3 du moteur, parfaitement sans avoir besoin de l'instruction machine. Ici, je vous ai mis un petit schéma récapitulatif, donc c'est un benchmark. Ici, vous avez le hardware RSQRT. Bon, lui, évidemment, il enterre la concu, parce que bah, c'est le hardware. Et là, vous avez le hardware SQRT, donc là, c'est très long. Et donc, le jaune, là, c'est le Fast Inverse Square Root, l'algo de Quake. Donc, on voit que... donc là, c'est la mais on voit que le software, il éclatait le hardware pendant un certain temps, quoi. Bref. La dernière question à laquelle on n'a pas répondu, finalement, c'est qui a écrit ce code? Et donc il y a ce monsieur, Rhys Sommerfeld, qui en 2006 et 2007 a produit des billets sur son blog, et bien justement en retraçant la parenté de cet algorithme. Donc évidemment, dans un premier temps, il identifie Carmack comme étant un des auteurs, ou l'auteur, et Carmack, il lui dit c'est pas moi, et je pense pas que ce soit Michael, c'est peut-être Tergé. Donc qui c'est tous ces types? Michael Abrash, ce mec-là, qui est Chief Scientist Officer chez Meta aujourd'hui, un magicien de l'optimisation x86, qui avait une quote que j'aime beaucoup, qui s'applique à peu près tout le dev, mais surtout game dev. Après avoir fini 90% d'un projet, il reste les 90%. Ça, c'est bien une phrase de mec qui optimise tout. Big up à Emmanuel Lin et sa conf de tout à l'heure. Donc ce gars-là, il dit, Carmack, il dit c'est pas lui. Et c'est peut-être Tergé. Donc Tergé, c'est ce mec-là, qui était peut-être passé vite fait dans la team de Quake. Et lui, quand on lui demande, il dit bah moi j'ai écrit une fonction un peu similaire. Donc, déjà le gars est plutôt chaud. Il y a 5 ans, donc c'était en 2001, mais c'est pas le même code que ce que lui j'ai écrit. Nous c'était dans un cas de recherche sur la biologie moléculaire, je sais pas quoi, nanana. Mais il dit ça me dit rien. Donc en fait, Riz il cherche sur Google. Et en fait, il remonte la piste grâce à ce gars-là, Brian Hook, qui bossait à l'époque chez 3DFX et qui dit ouais, moi je crois que c'est moi qui ai ramené ce code à l'époque où je bossais là-bas. Donc 3DFX, c'est une boîte qui a été rachetée par Nvidia, chez qui bossait Gary Taroli, donc ce mec-là qui est cofondateur de 3DFX, si j'ai pas de bêtises. Et donc ce gars-là, dans ce qu'on lui demande, il dit c'est passé by my keyboard il y a longtemps, j'ai peut-être bougé un peu la constante, donc le mec se chauffe un peu déjà, mais je ne vais pas prendre le crédit d'avoir, c'est pas moi qui ai écrit le code en vérité. Et c'était peut-être à l'époque où je bossais pour Kubota, nanana. Donc là, cette enquête, elle commence à nous péter le crâne. Et surtout, après Gary, eh bien, finalement, on n'a plus de pistes à creuser, donc on est un peu embêté. Mais en fait, l'auteur de l'algo, suite entre guillemets, à la popularité de ces articles sur le blog de Riz, eh bien, il s'est dénoncé finalement. Donc c'est ce gars-là, Greg Walsh, de l'université, j'oublie tout le temps, du Maryland. Donc lui, c'est un mathématicien émérite qui est à l'origine des premières interfaces WYSIWYG pour Xerox, donc les imprimantes et tout, qui dit en fait, c'est moi qui ai écrit l'algo, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée. Donc il ne faut pas mousser les types. Le gars qui a eu l'idée, c'est ce mec-là, Clive Moller, qui était mon collègue chez Ardent Computer à l'époque, qui était financé par Kubota, donc c'est pour ça que Gary a eu connaissance de l'algo de la part de Greg. Clive Moller, qui n'est autre que l'auteur de MathWorks et MATLAB. Donc c'est quand même pas la moitié d'un rigolo. Et donc Clive, quand on lui dit franchement, beau gosse, l'algo et tout, il dit ah non 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 mais les gars, c'est pas moi qui ai écrit l'algo. En fait, c'est ce mec-là, William Kahn, prix Turing 89, membre émérite de la IEEE, cofondateur de la IEEE 754 surnommé The Father of Floating Point, qui, dans un papier non publié de 86, aurait dit, oui, en bit shiftant à droite, en soustrayant une petite constante, probablement qu'on tombera sur 1 sur racine carré, il faudra que quelqu'un vérifie. Donc merci à lui. Présent, vous êtes peut-être comme ça, en tout cas, je l'étais à la fin de cette aventure, baigné dans la connaissance. Et je voudrais finir sur cette citation.
qui fait écho à notre époque à laquelle on se demande si ça vaut bien le coup de continuer à écrire du code parce que les IA peuvent le faire à la place. Finalement, le code n'a jamais été la vraie source de valeur. Il ne faut pas trop s'attacher au code. Ne soyez pas votre code, donc c'est l'enseignement de Legoless Programming. La résolution de problème reste le core skill finalement. Donc ça, c'est une petite quote de Carmack. J'étais un peu obligé de la mettre. C'est pourquoi nous allons conclure sur ça. Restons attachés à nos racines, mais pas carrés, et embrassons ensemble le futur de notre métier. Merci à tous, je m'appelle Audrey Turlot, je travaille chez Max Digital Services, une petite ESN rennaise où il fait bon vivre. Nous partageons l'amour des choses qui poussent. Je bosse en ce moment chez Hello Work, chez qui je fais de la data ingé. Et si vous avez une minute, je prends tous vos retours et je vous remercie de votre attention. On a 3 minutes pour des questions si vous voulez. Ça fait moins les malins. Alors j'en ai plus parce qu'il se trouve que je suis moi-même en PLS depuis 2 ans, mais j'ai de l'ibuprofène s'il faut. Oui. Alors il a été utilisé ailleurs. Il a été utilisé notamment dans de l'embarqué, donc dans des puces qui évidemment n'avaient pas de FPU pour calculer les instructions RSQRTSS. Et encore aujourd'hui, il est utilisé dans... Alors bon, c'est très spécifique, mais il est utilisé dans certains émulateurs de PSX parce que la PSX n'avait pas de coprocesseur de floating point processing unit. Et probablement que c'est utilisé, peut-être même encore aujourd'hui, dans des calculatrices scientifiques. Et on le voit, si vous n'avez pas l'instruction hardware, c'est plus rentable de faire ça plutôt que de faire le software SQRT et peut-être faire 1 divisé par le résultat. Merci beaucoup.